Dans le Sahara, ça, c'était pour l'eau. Parce que, vous voyez ici, s'il y a un tumulus de pierre ici, in eau, qu'est-ce qu'il arrive? Ça, c'est une chambre de condensation. Pendant les jours, le vent, il est chargé d'humidité. Il s'infiltre dans les pierres. Il trouve une situation plus froide. Donc, il y a la condensation et tu peux produire l'eau. Pendant la nuit, elle est encore plus simple parce que vous connaissez toujours, tout le monde la bruit, comme ça marche. Si vous laissez une voiture la nuit, et même pendant l'été, le matin, vous la trouvez pleine de bruit. Et c'est pareil, des pierres, ils font la différence. Placer des pierres comme ça, si vous placez des pierres, après l'humidité, ça coule et ça reste protégé. Quand il y a le soleil pendant la journée, l'eau, il ne disparaît pas. Et tu as de l'eau utilisable. En matière, il y a des systèmes comme ça de captation. Ce n'est pas des sources, c'est l'eau souterraine qu'elle vient filtrer dans les parois et on retrouve de l'eau à l'intérieur de la citerne. Ici, c'est des oliviers. Et les oliviers, justement, ils étaient protégés comme ça, simplement avec des pierres. Si les archéologues fouillent, ils disent c'est des fortifications. Non, c'était pour l'olivier. Parce que l'olivier, avec la pierre calcaire, il peut avoir l'eau nécessaire. Et ça, c'est matière avec des jardins suspendus, avec des grottes. Les grottes sont très importantes, je vous ai dit, 15 degrés toujours, été et hiver, donc c'est facile créer une température optimale. Et nous utilisons maintenant cette méthode pour faire de la géothermie. Et ça, c'est l'inclination des grottes, c'est très étudié, c'est extraordinaire. Parce que quand pendant l'hiver, le soleil est plus bas, il arrive jusqu'au fond de la grotte. Et comme ça, il la réchauffe mieux. Pendant l'été, le soleil, il est là, il est plus haut, et les rayons, ils font comme ça. Et donc, la grotte, il n'est pas ensoleillé, vous avez plus la fraîcheur. Et ça, c'est aussi très symbolique, parce que c'est aussi, vous trouvez ici des citernes qui sont pleines d'eau, même s'il n'y a pas de canalisation qui ramène l'eau. Pourquoi? Parce que c'est la condensation. La grotte, il capte la vapeur et après tu as l'eau dans les cisternes. Et ça, c'est aussi symbolique parce que les rencontres du soleil qu'elle féconde avec la terre-mère, il crée la vie. Et si vous voulez, ça c'est une coupe de ce qu'on a des représentations très anciennes. Ça c'est le labyrinthe, c'est le symbole du labyrinthe, que c'est le symbole de la fécondité. Ça c'est le symbole sur une gravure rupestre d'une matrice féminine. Et ça c'est aussi les trulli di Alberobello, qui sont cette même plante. Donc, cette façon de produire la vie, la fertilité et l'eau, c'est aussi quelque chose que ça rentre dans la symbolique. Et ça, c'est matière comme il c'était, vous voyez, ce système de pente avec des grottes, et ça, c'est comme on a reconstruit tous les systèmes, vous voyez ici très bien. Au début, c'était simplement des grottes comme ça c'est l'évolution. En allant vers le bas, vous voyez l'évolution historique. Des grottes, après la jaune, il commence à fermer les grottes. Il y a les canalisations d'eau qui ramènent dans les citernes. L'eau, il vient du plateau, mais avec le temps, les plateaux, ils viennent urbaniser. Et la jaune, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à construire des maisons en utilisant les matériaux di roches qui viennent de la grotte même. Donc la ville, il se crée en soi-même. Et c'est les cases, les architectures qu'elles sortent, et l'eau, il n'arrive plus du plateau, parce qu'ici était construit. Alors qu'est-ce qu'ils utilisent? Les pentes de la toiture. Toute la toiture à Matera, les pentes, ils ne sortent pas de la maison. Ils sont à l'intérieur de la maison, et après, ils vont alimenter un puits qui se crée tout autour d'un cours. Donc les processus, il a continué. C'est la mentalité qui a continué. On n'utilise pas la grotte plus, mais on utilise une autre méthode. Bon, c'est ça que nous, on veut dire. On n'utilisera pas les mêmes techniques, pas les mêmes, mais c'est la mentalité qu'il faut utiliser, la mentalité de recycler, la mentalité de vivre avec les ressources qui sont en place, même avec une technologie moderne, même avec une technologie très avancée. Mais c'est la nouvelle technologie qu'on doit refonder sur la base de ces principes. C'est pour cela qu'on a élaboré avec l'UNESCO cette Traditional Knowledge World Bank, la banque mondiale des connaissances traditionnelles. Et vous la trouvez déjà sur Internet, c'est www.tkwb.org. Vous trouvez des modèles sur Internet déjà prototypales, mais on va la faire devenir interactive. Et c'est ça qu'on fait sur un écosystème, on classe toutes les connaissances qu'il y a, ces techniques, et on dit voilà, ça sont les techniques qui sont contribuées à créer cet écosystème. Ça c'est Matera, le développement des grottes, et donc nous on veut sauvegarder cette technique. Voilà, ça c'est une section d'un environnement. Il y a des forêts, il y a des terrassements, et ça sont les techniques qui sont créées ça. Si ces techniques sont détruites, tout cet environnement il va être détruit. Donc, sauvegarder les techniques, ça veut dire sauvegarder ce type d'environnement.
Et donc, les systèmes qu'on a créés, il va donner aussi des simulations, des scénarios avec lesquels vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il se passe si les techniques sont abandonnées. Comme dans les Cinque Terre, où si tu détruis cette technique-là, tous les systèmes de terrassement, il va disparaître, donc l'évolution, ça sera catastrophique. On traîne des personnes pour réutiliser les anciennes techniques, ça c'est les murs en pierre sèche qu'on refait pour protéger les pentes, ça c'est un projet qu'on a utilisé toujours à Matera, ça c'est toujours Matera, les citernes, on les a réaménagées, ça c'est moi que je tire la première eau dans cette citerne, il a recommencé à produire eau, donc c'est la vie qu'elle tourne, et ça c'est ma maison à Matera. C'est la maison natale comme il s'était, avant qu'on a commencé les opérations. Vous voyez, c'est détruit, c'est une catastrophe. Ma mère, il a pleuré quand il a su que je voulais réaller à habiter dans ma maison de famille. Il faut réaller à habiter, parce qu'il faut donner l'exemple. Donc, j'ai vécu dans cette maison, mais on l'a restaurée, vous allez voir. Ça, c'était la situation. On a réutilisé tous les matériaux des chantiers avec cette petite moule pour réutiliser, pour faire des enduits traditionnels. Et vous voyez, on a fait des enduits qu'elle transpire, qu'elle permet à la grotte et à l'humidité de transpirer. Et ça, c'est la grotte comme ils ont été aménagés. Vous voyez, c'est très bien habitable. Été et hiver, c'est magnifique. On fait le nomadisme à l'intérieur de l'habitation. On se déplace où il n'y a plus de fraîcheur. Selon les saisons, selon la situation, l'habitation même, ça devient un lieu où tout change. Ça change toujours. C'est comme un paysage. Vous voyez, ça sont les grottes aménagées de ma maison à Matera. C'est devenu le simple. Et c'est des grands espaces parce que tu peux avoir beaucoup d'espace. Si tu as besoin d'une nouvelle ambiance, tu creuses. Et la famille s'élargit et s'étend dans les territoires. Et ça, c'était la maison à l'époque, c'est une façon d'habiter extraordinaire, pas avec toutes les contraintes qu'on a maintenant dans les boîtes d'allumettes. Et ça, c'est une citerne, on l'a transformée en un hammam, in un bain, parce que comme ça, pour montrer que c'est così possible vivre d'une façon très bien. Voilà, la façade restaurée, très simple, sans rien changer, c'est la chose, c'est les matériaux locaux, mais toute la ville, maintenant il est habité, toute la population est rentrée, c'est un succès. Donc les connaissances traditionnelles, ils sont permis de recréer cet écosystème de Matera et de les renouveler. Et donner aussi un message pour le futur, pour l'utiliser. On a utilisé les mêmes méthodes. Ici, c'est un exemple, je termine avec cet exemple de la libelle en Éthiopie. C'est un exemple très intéressant parce qu'on a ramené là-bas la banque des connaissances. On s'est dit, c'est un lieu extraordinaire, la libelle en Éthiopie. C'est des églises troglodytiques aussi, monolithiques. Regardez, et il fouille sur le plateau et il détache cette monolithe du rocher. Et après, pour créer à l'intérieur, il creuse la fenêtre, il entre dans les fenêtres et il crée les chapiteaux, les colonnades, tout l'étage. Après, il passe un autre étage en bas, il creuse et les crée. À la fin, tu as un bâtiment, mais sculpté, n'est pas construit, mais sculpté dans l'endroit. C'est extraordinaire et c'est très soutenable. Ça sont les églises de la Libella. Vous voyez, c'est un bâtiment, mais c'est sculpté, c'est complètement, à différence de Matera, que c'est à parois, l'architecture rupestre, ici c'est monolithique, c'est-à-dire on arrive à isoler un entier morceau de rocher que ça devienne une construction. Mais c'est fouillé, vous le voyez très bien ici, c'est fouillé dans les plateaux. Mais c'est une situation très pauvre. L'argent, il n'y a pas d'eau du tout. L'argent, il n'y a rien, absolument rien. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? Bon, dans cette église, il y avait des infiltrations d'eau. Ils se sont dit, ici, il pleut. Et l'eau, il entre. On a besoin de protection. Ils ont fait appel à l'Union européenne. L'Union européenne s'est dit, on va résoudre le problème. Alors ils se sont dit, la chose la meilleure, c'est faire une grande couverture qui va protéger toutes les églises. C'est atroce. C'est atroce pour les paysages, pour l'esthétique. C'est atroce pour l'esthétique. C'est atroce pour les gens, parce qu'on a dépensé 7 millions d'euros pour faire cette couverture. 7 millions d'euros pour construire, vous voyez ça, avec une autre technologie, une chose invasive, énorme, et ça, c'est le résultat. In un paysage très simple, très fragile, où tu dois voir. En plus, ces couvertures, ça ne sert à rien, parce que je n'ai jamais vu une parapluie plate, ils sont rondes, parce que l'eau, il vient du côté. Et donc l'eau, ça continue à arriver sur les églises. Donc, ils ne sont pas protégés, les églises. Ils ont créé un désastre d'un point de vue esthétique. Ils ont créé un désastre écologique. Parce qu'il n'y a plus l'échange qu'il y avait entre les soleils et les dessèchements sur les églises. Et maintenant, il y a des oiseaux qui vont faire leur nid au-dessus des couvertures parce qu'ils sont bien protégés. Et après, les oiseaux, avec les excréments, ils font détruire encore plus les églises. Donc, c'est un désastre complet. 7 millions d'euros. On avait dit plus tôt
les églises, ils s'étaient protégés dans la tradition avec des enduits, comme une maison, avec des enduits traditionnels qu'ils transpirent, avec des systèmes de drainage, de canalisation qu'on a repérés. Donc on a repéré tous les systèmes anciens avec l'UNESCO. Avec très peu d'argent, on traîne la population locale. Ici, on a recreusé, ça c'était complètement enseveli de sable. C'était des systèmes anciens de captation d'eau. Et voilà, après, c'était une citerne, en effet. Et la jeune, il est venu à reprendre l'eau. Il utilise l'eau pour les jardins. Donc, en même temps, les églises, ils sont protégées, sont drainées. En même temps, la jeune, il a l'eau. Et ça, c'était la tradition. Et maintenant, la jeune, il est tout content. On a traîné des personnes qui sont trouvées du travail parce qu'elles sont réappris à faire cette pratique, à faire cet enduit. Et ils peuvent travailler pour leur propre pays. Donc, notre philosophie, c'est faire des choses que la jeune même, il peut gérer. Faire des opérations, financer des projets que la jeune même, après, il peut gérer. Et pas des grands projets, pas des grandes interventions qui détruisent l'environnement. Et ça, c'est les gens d'Éthiopie, les gens de la Libella, qui sont fait partie de notre équipe. Malheureusement, on avait très peu d'argent et il faut continuer. Il faut arriver à continuer, il faut donner la possibilité de vivre sur place. Ça, donc, l'idée de la banque des connaissances traditionnelles, classer toutes les connaissances, ça arrive partout. Ça arrive partout qu'il y a des projets financiers, des grands projets qui font des désastres et on ne finance pas des opérations qui sont basées sur la connaissance. C'est nécessaire d'entraîner les gens, apprendre les gens à une nouvelle mentalité et un peu créer une nouvelle économie. Ça, c'est les choses qu'on fait en Italie, par exemple, en matière. Vous savez, en Italie, on a la passion pour, même en France, pour la mode, pour manger bien. Alors, un bon paysage géré avec la tradition, ils produisent aussi de l'alimentation saine. Et alors, on fait des festivals pour promouvoir les paysages, la mode liée au paysage, donc des paysages culturels, ils produisent des situations saines, et ça, c'est la mode du paysage. Mais ce n'est pas seulement en Italie qu'on peut faire ça, on le fait aussi en Chine. Ça, c'est une intervention qu'on a fait en Chine, ça, c'est une minorité en Chine. C'est les Hani, dans les Yunnan, qui sont un système de champs terrassés. Ils nous ont demandé mais comment faire pour protéger ces situations. En effet, ce n'est pas facile, parce que la modernité, il arrive, mais la chose plus importante, c'est la transmission des connaissances. Faire en façon que la connaissance ne soit pas perdue. Que les mères et les enfants ils peuvent continuer à faire ce travail culturel que c'est l'apprentissage des lieux, être à l'intérieur des lieux, comprendre les lieux. Et seulement eux, ils peuvent nous dire comment résoudre la question de leur écosystème. Donc ça, c'est toujours en Chine, Xi'an. Donc toute cette connaissance, nous, on veut les remettre ensemble. On veut les remettre ensemble dans un inventaire, dans une encyclopédie de connaissances. Cette connaissance sont utiles pour la planète entière. Et cette banque de données, ça va être libre, tout le monde il peut avoir accès, tout le monde il peut participer. Et l'enfant avec lequel on a commencé, les nomades de l'île d'Alak, dans le temple, il a produit son eau. Vous voyez combien d'eau il a produit pendant que nous on fait cette conférence. Et cette eau, c'est un patrimoine. Cette eau, c'est un message pour l'humanité. Chaque goutte est important. Et ce n'est pas le passé. C'est ça qu'il faut dire. Lui, il ne regarde pas le passé. Lui, il regarde le futur. On pourra aller dans le cosmos, dans un autre pays, avec cette connaissance. Déjà, dans les stations de l'espace, c'est le recyclage, c'est l'énergie solaire, c'est les énergies de la nature, ce n'est pas les combustibles fossiles. L'humanité, il pourra continuer à vivre sur notre planète même, seulement si on fait trésor des connaissances de ces peuples-là. J'ai terminé.